Salut tout le monde! On a souvent tendance à imaginer l'histoire de l'humanité comme une belle grande ligne droite, n'est-ce pas? Un triomphe continu où on passe d'une sauvagerie un peu obscure à une civilisation super lumineuse. On se dit que chaque nouvelle invention, chaque nouvelle loi nous rapproche un peu plus du bonheur absolu. Eh bien, l'analyse qu'on va faire aujourd'hui de nos documents sources vient carrément jeter cette idée-là par la fenêtre. On va vraiment plonger dans la conception de l'être humain selon Rousseau et examiner en détail cette fameuse transformation lors du passage de l'état de nature à l'état de culture. Vous allez voir, c'est l'histoire d'une perte incalculable. C'est tragique, honnêtement. La grande question qui se pose, c'est comment est-ce possible qu'une humanité née avec une liberté totale, absolue, ait pu tranquillement glisser vers une forme de servitude sociale généralisée? C'est le gros mystère qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va faire une véritable enquête sur nos propres origines pour comprendre à quel moment précis l'humain s'est dit qu'il allait forger ses propres chaînes. Et tout ça part d'un texte fondateur, le fameux « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes », écrit en 1754 par Jean-Jacques Rousseau. Petite anecdote fascinante en passant, Rousseau a écrit cet essai pour un concours organisé par l'Académie de Dijon qui demandait d'où venait l'inégalité. Sa réponse, super pessimiste et complètement à contre-courant des idées des Lumières. Ça a littéralement créé une onde de choc à l'époque. Au lieu d'applaudir le progrès humain, il a gratté sous la surface pour retrouver la vraie nature de l'homme, celle d'avant que la société vienne s'en mêler et tout compliquer. Pour bien nous faire comprendre à quel point on s'est dégradé, l'auteur utilise une métaphore de la mythologie grecque qui frappe fort. Imaginez une superbe statue divine, le dieu marin Glaucus. Mais là, laissez-la au fond de l'océan pendant des siècles. Le sel la ronge, les tempêtes la cassent, les algues s'y collent. Bref, quand on la remonte finalement à la surface, ça ressemble plus à un monstre difforme qu'un dieu majestueux. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à l'âme humaine selon cette théorie. Toutes nos passions artificielles, nos conflits sociaux, ça a littéralement défiguré notre constitution de base. Fait que pour bien comprendre cette évolution, on va suivre ce plan de match. On part de l'état de nature originel, on voit le catalyseur qui est la perfectibilité, ensuite l'aube de la société, la grande révolution de la propriété, l'invention de la loi et on finit avec le bilan de la civilisation. Alors commençons tout de suite avec le commencement, l'état de nature originel. Faut vraiment bien comprendre une chose ici. L'état de nature, c'est pas une époque historique qu'on peut prouver avec des fouilles archéologiques, OK? C'est avant tout une expérience de pensée, un outil philosophique. Pour trouver ce qu'est un humain au fond de lui-même, il faut mentalement lui enlever tout ce qui est artificiel. Il faut lui enlever ses outils, ses beaux vêtements, ses institutions et surtout son besoin maladif d'être approuvé par les autres. On fait un gros reset, un retour aux paramètres d'usine, en plein cœur d'une forêt primitive, bien avant l'invention de la famille ou même des mots. Donc, dans cette forêt, notre humain originel est un animal robuste, super agile et, fait intéressant, extrêmement paisible. Il fonctionne sur deux principes de base. Le premier, c'est l'amour de soi. Attention, on ne parle pas d'égoïsme toxique ici, mais vraiment d'un instinct de survie pur et dur sans aucune malice. Le deuxième principe, c'est la pitié naturelle. C'est une espèce de dégoût inné, vraiment viscéral face à la souffrance d'un autre être vivant. Et le plus fou, cet humain-là ne connaît ni le bien ni le mal. Pourquoi? Parce que la morale, ça prend des relations sociales complexes pour exister, puis il n'y en a pas encore. Bref, il vit dans le moment présent, 100% indépendant, avec des besoins hyper limités. On passe à la deuxième étape, le catalyseur, qu'on appelle la perfectibilité. Là, on doit se demander, si tout était si parfait et si calme, pourquoi on a quitté la forêt? La réponse tient en un seul mot, la perfectibilité. C'est une capacité qui dort en nous. Tant que la météo est belle et que la nature est clémente, elle roupit. Mais dès que l'environnement devient hostile, genre un hiver brutal imprévu ou des prédateurs affamés, cette étincelle-là se réveille. Ça force l'humain à innover pour survivre et en faisant ça, il transforme tranquillement sa propre nature. C'est fascinant parce que c'est notre plus grande force, mais c'est aussi le déclencheur direct de notre chute. C'est là que l'ironie frappe fort. Pensez-y, un castor, il construit son barrage exactement de la même façon aujourd'hui qu'il y a 10 000 ans. L'animal, il est parfait dès le jour 1, programmé par un instinct infaillible mais complètement figé. L'humain, à l'inverse, n'est pas prisonnier de l'instinct. Avec la perfectibilité, on a le libre arbitre. On peut développer une intelligence incroyable. Mais le revers de la médaille? Cette capacité à s'améliorer est directement liée à notre capacité de faire des erreurs monumentales, de développer des vices et finalement de dégringoler bien plus bas que n'importe quelle bête. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième point, l'aube de la société. Face aux difficultés, nos ancêtres ont fini par dompter le feu et se faire des outils en pierre. Et c'est là que survient un truc énorme. On se sédentarise. On construit des huttes. Pour la première fois, les humains dorment à la même place tous les soirs. C'est l'apparition des tout premiers liens familiaux et de l'amour conjugal. On pourrait presque dire que c'est un âge d'or, un juste milieu entre la paresse primitive et notre frénésie d'aujourd'hui. On se rassemble autour du feu, on chante, on danse. Et pour coordonner tout ce beau monde, la création complexe du langage s'impose.
Mais attention, c'est précisément là, pendant ces rassemblements sous les arbres, que le piège se referme sur nous. Au moment exact où quelqu'un s'est mis à danser ou à chanter devant les autres, l'innocence originelle a pris le bord. Bonjour, l'amour-propre. C'est la naissance de ce besoin maladif d'approbation publique. Le plus fort, le plus beau, c'est lui qui attire les regards et qui devient respecté. On arrête d'exister pour soi-même, on commence à exister exclusivement à travers les yeux des autres. Honnêtement, c'est exactement la même mécanique psychologique qui nous pousse aujourd'hui à courir après les likes sur les réseaux sociaux. La jalousie, la honte, la vanité, tout ça venait de s'installer pour de bon. Allons voir notre 4e étape, la propriété et la grande révolution. On arrive ici au point de bascule le plus lourd de conséquences de toute l'histoire de notre espèce. Cette phrase de Rousseau résonne comme un gros coup de tonnerre. L'invention de la propriété privée. Selon nos sources, le premier qui a planté des piquets en clos terrain et dit « ça c'est à moi » et qui a trouvé des gens assez naïfs pour le croire, c'est lui, vrai fondateur de la société civile. Imaginez 2 secondes si quelqu'un avait juste arraché les piquets en criant que les fruits sont à tout le monde et que la terre n'est à personne. L'histoire aurait été tellement différente. Mais non, l'idée de posséder s'est enracinée. Et ce concept-là ne sort pas de nulle part, c'est le résultat d'un cocktail ethnologique assez fatal, la métallurgie et l'agriculture. Le forgeron a besoin de faire des outils en fer, mais il n'a pas le temps de cultiver. Et l'agriculteur a besoin des outils du forgeron pour produire plus de blé. Fait que la division du travail s'installe. On n'est plus du tout autosuffisant. On devient complètement dépendants les uns des autres pour survivre. Évidemment, les plus forts ou les plus rabilleux accumulent plus de terre. C'est le début d'une inégalité féroce, implacable entre les riches et les pauvres. Ce qui nous ouvre la porte à notre 5e section, l'invention de la loi. Avec des riches d'un bord et des pauvres de l'autre, la société naissante plonge dans le chaos total. C'est la loi du plus fort en permanence, c'est juste intenable. C'est là que les plus riches, qui ont tout à perdre, sortent ce qui est probablement la plus grande arnaque politique de l'histoire. Ils proposent un pacte aux plus faibles. On va créer des lois et des institutions policières pour protéger tout le monde de l'oppression et garantir la paix. Sur papier, c'est magnifique, mais dans les faits, le but caché, c'était de légitimer et de protéger avec les forces de l'ordre les richesses qu'ils avaient déjà usurpées. Et en signant naïvement ce contrat social biaisé, l'humanité entière s'est littéralement enfermée dans sa propre cage. La loi civile a détruit notre liberté naturelle de façon irréversible. Ce qui était à la base un accaparement de terre assez discutable s'est soudainement retrouvé gravé dans le marbre juridique, transformé en un droit sacré intouchable. Le piège se referme d'un coup sec. Le travail n'est plus une activité pour subsister, ça devient un outil de domination. Le genre humain se retrouve assujetti à des hiérarchies qui génèrent de la servitude et de la misère de masse. Les chaînes sont verrouillées, puis la clé est jetée. On en arrive donc au dernier point, le bilan de la civilisation. C'est vraiment le moment de faire le contraste, et c'est frappant. D'un bord, on a l'homme sauvage originel, totalement indépendant, en paix avec l'humain, qui se fout complètement de ce que l'univers pense de lui. Et de l'autre bord se dresse l'homme civilisé moderne, nous, constamment en train d'ajuster notre masque social, consumés par l'anxiété de la performance, hyper indépendants du regard des autres. Nos emplois, nos beaux biens matériels, ça sert souvent juste à se bâtir une belle façade pour plaire à une société qu'on critique en secret. On vit littéralement en dehors de nous-mêmes. Faut se l'avouer, la facture de ce soi-disant progrès est vraiment salée. C'est le grand paradoxe de l'abondance. Oui, la civilisation produit des richesses et des connaissances qu'on n'aurait jamais eues dans la forêt, on s'entend, mais elle a aussi inventé la misère endémique et la famine, des concepts complètement extraterrestres pour l'état de mature. Notre super santé d'autrefois a été remplacée par des corps affaiblis par nos vies sédentaires. Et surtout, l'industrie a démultiplié nos désirs à l'infini, nous condamnant à être toujours insatisfaits. L'existence moderne baigne dans un océan de vanité et d'illusions. Alors pour conclure cette analyse de nos sources, on fait face à un énorme paradoxe qui reste en tête. La perfectibilité nous a rendus incontestablement intelligents et hyperpuissants, mais nous a-t-elle rendus heureux? Si toute cette civilisation, avec ses inégalités et son anxiété, c'est nous qui l'avons bâtie de nos propres mains par un besoin aveugle de progresser, la solution n'est sûrement pas de détruire nos villes pour retourner manger des racines dans les bois. La vraie question existentielle avec laquelle on vous laisse aujourd'hui, c'est comment peut-on réussir à avancer en portant nos chaînes et surtout, est-ce qu'un jour on va trouver le moyen de les forger autrement? C'est une réflexion capitale qui mérite qu'on s'y arrête.